On a connu Patrice Lavoie comme journaliste à la télévision, puis comme porte-parole de diverses organisations, dont Hydro-Québec, L'Auto-Québec, Emma-Québec. Mais savez-vous qu'il a été pompier? Et aujourd'hui, il éteint d'autres feux, ceux de l'intolérance et de l'homophobie. Voici les affirmations de Patrice Lavoie. Affirmation, une série de balados-diffusion sur les gens qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Bonjour Patrice Lavoie. Bonjour Denis Martin. Belle introduction, mon Dieu. Tu l'avais préparé. Hein? Ah oui, tout ça se prépare. J'aime beaucoup les jeux de mots. Je pense qu'on va chercher l'imagination des gens dans l'imaginaire, l'imaginaire collectif des gens, puis ça fait du bien. Puis d'avoir un petit sourire, de partir avec un sourire, c'est important. Patrice Lavoie, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir à mon micro. On l'a maintenant. Plaisir partagé. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis honoré. Merci. Alors, tu es né à Saint-Hilarion, dans la région de Charlevoix, en 1978. Comment s'est passée ta jeunesse? Oh mon Dieu, on commence On aussi. commence là, oui. Mon Dieu, ma jeunesse, une jeunesse comme n'importe quel, j'imagine, petit garçon dans une campagne. Donc, mère monoparentale, j'avais une sœur élevée avec une mère quand même. On était en moyen, mais on n'était pas riche, loin de là. Père décédé à 6 ans, donc ma mère a dû retourner sur le marché du travail pour travailler comme serveuse donc, cuisinière. Donc, tu es issu de ce qu'on appelle une famille monoparentale. Monoparentale, tout à fait. Puis, donc, évidemment, on grandit. On est un petit garçon peut-être un peu différent, plus sensible que la moyenne. Donc, c'est certain que dès mon tout jeune âge, je me sentais... on allait à l'école primaire, puis j'étais comme, il me semble qu'il y a quelque chose de différent avec moi comparativement aux autres petits garçons. C'est ça, plus sensible, meilleur à l'école, meilleur avec les mots et on se faisait un peu taquiner là, dans la cour d'école. Donc, puis à l'époque, on parlait pas beaucoup d'intimidation, d'anxiété, autant. Fait que j'étais un jeune garçon, pas malheureux, mais anxieux, puis qui a vécu aussi de l'intimidation. Là, donc, voilà, c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler puis de dire aux gens, écoutez, ça s'améliore. Ça va nous amener justement à voir... Ça a influencé ton parcours de vie d'avoir vécu ça. Puis c'est pas de dire qu'on veut faire des reproches aux écoles puis au gouvernement de l'époque, c'est de dire, regarde, on a vécu ça. Puis ça fait qu'en fait, notre parcours de vie change parfois à cause de ça. Exact. Je t'amène au point très important. Quand t'es-tu rendu compte que tu étais attiré par les garçons? Mon histoire est un peu différente de d'autres. En fait, j'ai eu des blondes régulièrement depuis 14, 15, 16 ans, puis des blondes régulières, des relations longues pour l'époque, là, pour un adolescent. Et la première fois, je dirais que c'était plus une attirance, je dirais, émotive plus que sexuelle, en toute honnêteté. Je suis un peu tombé en amour avec ce qu'on connaissait de l'amour de l'époque avec un ami du cégep. Donc, j'étais quand même assez vieux, j'étais sur le tard. Et c'est ça, j'étais sexuellement attiré par les femmes, mais j'arrivais pas à tomber en amour, d'avoir vraiment le sentiment de vouloir poursuivre avec elles, alors qu'avec ce jeune homme-là, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, écoute, tu sais, là, on passait du temps ensemble et je sentais les papillons, puis là, on devait se quitter, puis je m'ennuyais de lui, il téléphonait, j'étais excité, puis là, je me disais, OK, il y a quelque chose là d'anormal. Donc, petit à petit, je suis venu étudier en communication à Montréal, et là, ça a commencé en disant, peut-être que j'ai une certaine ouverture. Donc, un jour, à un moment donné, si ça donne, j'essaierai avec un garçon. Fait que ça a évolué au fil des mois jusqu'à temps de me dire, OK, j'essaye avec un garçon sexuellement là aujourd'hui. Donc, première expérience correcte sans plus parce que on n'était pas d'expérience, puis j'étais un petit peu awkward. Puis par la suite, ça a pris peut-être 1 an ou 2 là, d'aller un peu à voile et à vapeur. Puis après ça, je me suis dit non, je suis gay. Donc après ça, j'ai commencé à avoir des copains. Puis voilà. Moi, je vais te faire une confidence, Patrice. Oui. Je t'ai connu quand tu étais journaliste. Je t'ai connu aussi quand tu étais porte-parole d'Hydro-Québec. Jamais en 100 ans, j'aurais... Écoute, il paraît qu'on a un gaydar, nous autres. On est capable de savoir si une personne devant nous est gay. Moi, non, ça n'est pas du tout pour toi. Je ne vais pas te faire de peine. Et quand j'ai appris que tu étais gay, c'est arrivé très tard dans nos... On se connaissait depuis un bout de temps. Puis là, je dis, ah ouais, OK, je savais pas.
Mais à l'époque, si je peux me permettre, à ce stade-ci, j'ai l'impression, en tout cas moi, dans la jeune vingtaine, on était un petit peu plus inspiré, ou en fait, je dirais que le gay en couple, straight acting avait peut-être, en tout cas moi je me souviens à l'époque, là, on remonte à, ça fait 25 ans, là, on dirait qu'il y avait un petit peu plus ce sentiment-là, qu'il y avait des bons ou des moins bons gays. Puis ça, j'avoue être tombé un peu là-dedans à une certaine époque. Je me forçais pas à être straight acting, mais je me disais... D'avoir l'air hétéro, puis de passer comme personne de... Ouais. Exact, j'étais en couple stable et tout ça. Donc ça, je dois avouer que c'est quelque chose que je constate beaucoup moins maintenant de la jeune génération. Tu sais, maintenant... tu t'avoues, si à 20 ans, tu as envie de ne pas être en couple, si tu as envie d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, si tu as envie d'être en couple ouvert, on dirait que tout ça passe mieux en général, évidemment toujours avec un certain bémol parce que ça dépend dans quel milieu tu es. Mais à cette époque-là, il y a 25 ans, je dois avouer que peut-être que j'étais un petit peu là-dedans, donc j'en parlais beaucoup moins. J'ai commencé à en parler plus dans ma trentaine là, pour dire... que j'essaie d'inspirer les gens à mieux vivre avec ça. Mais je ne suis pas surpris que tu me dises ça parce que j'en parlais très peu. Je le vivais, mais j'en parlais très peu. Alors, retournons à l'école. À cette époque-là, tu parlais d'intimidation. Est-ce qu'on t'intimidait parce qu'on pensait que tu étais gay? Parce que finalement, on ne pouvait pas penser que tu étais gay. C'était autre chose. Ben en fait, c'était plus une douceur, moins bon dans certains sports de ballon, je sais pas. Mais évidemment, c'est ce qui est fascinant, c'est que souvent, pour les personnes gays, même aujourd'hui, les gens commencent à te taquiner alors que toi, tu sais même pas, tu connais même pas encore ta sexualité, tu as juste une certaine présentation ou une certaine type de personnalité qui font en sorte que les gens associent ça à une personne, à un homme plus faible, donc gay. Mais voilà. Puis à l'époque, ça se disait, c'était une injure comme une autre. Dans les cours d'école, maintenant, on n'a plus le droit de le dire. Il y a comme plein d'autres mots qui ne se disent plus. Mais à l'époque, les professeurs, arrêtez, lâchez-le tranquille. Mais c'était pas... personne n'était rencontré pour dire, mon Dieu, tu es en train de faire de l'intimidation, ça ne passe pas. C'était pas comme ça à l'époque. Oui, mon Dieu. Ouais, on a évolué quand même. Exact. Tant mieux. Je saute, mais comment es-tu devenu pompier? Parce que ça me fascine. C'était tellement pas le look, la façon d'être de pompier. Non, pas, puis c'est pas un jugement. Oui. C'est juste... Mais comment ça se fait qu'il a été pompier? Ben, je vais te faire une confidence. En fait, avant de me préparer, je me suis dit, il faut quand même que je dise des choses que j'ai jamais dit publiquement parce que c'est l'occasion de le faire. Ben oui. En toute honnêteté, on parlait de ma vingtaine tout à l'heure, d'être straight acting et tout ça, et je me disais, bon, tu sais, j'ai jamais été dans un milieu plus traditionnellement masculin. J'ai jamais appris à travailler manuellement, pas eu de peur pour me le montrer ou de figure masculine. Et c'était quelque chose que le métier de pompier, je l'idolâtrais un peu comme tout le monde. Et je me suis dit, pourquoi pas? Si je suis capable de le faire, on dirait que c'est... Avec le recul, là, mais à l'époque, je ne le réalisais pas, mais avec le recul, je pense que c'était comme une façon de me prouver à moi-même que je pouvais être aussi masculin, entre guillemets, que les autres garçons. Et là, ben écoutez, on s'inscrit, il y a des tests physiques, il y a des entrevues. Et là, c'est très dur, hein? C'est très difficile. Et j'avais réussi tous les tests haut la main. Puis finalement, j'avais été choisi parmi les 100 étudiants sur peut-être 1200 personnes qui s'inscrivaient à l'époque. Donc, une première fierté. Et là, tu es 1 an à faire des choses que je n'ai jamais fait. Puis je me rendais compte que dans certains, pas pour... c'est pas parce que je suis gay, mais reculer un camion avec une remorque, ça, j'avoue que j'étais un des pires de ma classe. Mais par contre, en test physique et tout ça, je me souviens entre autres du test de push-up. Là, on arrive en début d'année, puis c'est comme on essaie tout un peu de se regarder, les garçons entre eux autres, puis d'établir un peu... on faisait tout un peu les machos et j'avais fini un des premiers dans le test de push-up. Là, j'étais comme, je suis capable d'en prendre moi aussi. Puis évidemment, meilleur en théorie, quand même très bon aussi en pratique. Donc, ça m'avait quand même beaucoup valorisé cette année-là. Puis, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, par contre, c'est là où je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment
pour moi en raison du fait que ça manquait un peu de stimulation. C'était souvent, on est en attente des feux en caserne, on fait des blagues entre nous le soir, on se couche à 10 heures, on a une fausse alerte à 3 heures le matin, on se lève, c'est une fausse alerte, on se recouche ensuite. Je me suis dit, je peux pas passer ma carrière dans un milieu comme ça. Je l'ai quand même fait pendant 1 an d'école, après ça 2 ans dans le domaine, mais c'est là que je me suis dit non, je vais retourner aux relations publiques, aux communications. Mais en toute honnêteté, il y avait quelque chose que je devais me prouver à moi-même là-dedans. C'est par rapport au fait d'être gay. Tu étais le seul gay sur 100 étudiants, à ce que tu sais, parce que les autres n'ont peut-être pas révélé. Ouais. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais ça me surprendrait. Je ne l'ai pas su, en tout cas. Puis tu as travaillé dans quelle ville? En fait, j'ai travaillé pour la MRC de Charlevoix-Est. Okay. Donc, je travaillais pour 6 villes et j'aidais aussi les chefs pompiers à gérer le service d'incendie, à faire le schéma de couverture de risque. Mm-hmm. Et c'est ça, j'intervenais aussi comme pompier à temps partiel. Donc, oui. On s'entend que les casernes de pompiers, ça n'a pas vraiment la réputation d'être aussi ouvert envers les hommes gays que nos fantasmes d'hommes gays pourraient peut-être le laisser rêver. Mais non, sérieusement, comment tu as vécu le fait d'être gay alors que tu étais pompier? Bien, en fait, on m'avait recommandé de ne pas en parler. J'avais rencontré quelqu'un de l'Association des policiers et pompiers gays et bi du Québec à l'époque. Et on m'avait dit, à l'école, les gens vont t'accepter parce qu'ils vont te connaître, mais avant que tu arrives dans une caserne, les gens vont t'ostraciser. Puis moi, ce qui m'est arrivé, c'est que les gens me taquinaient, puis c'était pas de la taquinerie fine, là, c'était vraiment de l'intimidation. On mettait des photos de gars nus dans mes cahiers de formation pour m'écœurer. Donc, il m'avait dit, Patrice, je comprends que tu as envie de le dire, là, mais tu devrais cacher ça. Donc, à l'époque, j'avais 25 ans, pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, j'avais suivi ce conseil-là, mais ça vient te ronger parce que c'est comme si tu retournais dans le placard. Puis ces chums-là, c'est des gens que tu vois tous les jours. Ça devient des collègues de travail, des collègues de classe. Et c'est sûr que si c'était à refaire, au jour 1, j'aurais dit « je suis gay » puis vous me prenez comme ça, avec la maturité que j'ai aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est ça. J'étais plus jeune, j'en ai pas parlé. Puis je trouve que c'est ça, veux pas, tu veux jouer un petit peu. Les gens parlent de leur fin de semaine avec leur blonde. Ben toi, tu en parles, mais sans mentir, mais tu évites certains propos. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Là. Puis je retournerai plus dans une situation où j'ai pas à mentir, mais à cacher certains éléments ou à naviguer autour de la vérité. Là. Ça, j'ai trouvé ça difficile, oui. Est-ce que tu sais si ça a changé quand même depuis ce temps-là? On me dit que oui. Récemment, d'ailleurs, j'ai rencontré une dame qui est consultante là, pour le service d'incendie de Montréal, notamment. Et ils ont des programmes, justement, pour être plus inclusifs, pour apprendre aux pompiers, par exemple, lorsqu'ils ont à intervenir dans une situation avec 2 hommes, 2 femmes, ou dans une situation avec des gens de minorité, avec des gens de la minorité de genre ou sexuelle. Indirectement, on leur donne des formations pour comment agir, mais en même temps, veut pas, ça fait en sorte de faire évoluer leur propre mentalité aussi. Là. Donc, je ne sais pas si c'est comme vraiment facile, je dirais, pour quelqu'un maintenant, là, aujourd'hui, qui entrerait dans une caserne là, en 2024-2025, mais au moins, on sent qu'il y a de l'amélioration et une volonté de faire mieux, notamment de la part de la direction. Donc, ça, c'est très, très bien. Là. Là, on va parler d'un autre volet de ta carrière. Non pas que d'être pompier, c'est pas intéressant, c'est très intéressant. Je me demande toujours s'il y a un petit garçon quelque part qui n'a pas un jour rêvé, lorsqu'on lui remettait un camion de pompier comme cadeau, d'être lui-même pompier. Ça a toujours eu cette... Oui, je crois que oui. Ouais. Mais tu as navigué, toi, entre le job de pompier, le job de journaliste et le job de relations publiques. Oui. J'ai eu du mal à savoir un peu ce que je voulais faire dans la vie. Je vais certainement pas juger de ça. Je suis la pire personne pour le faire. Mais allons-y dans l'ordre. Ça a commencé par quoi, ta carrière? En fait, j'ai commencé par faire mon baccalauréat en journalisme. Donc, ma volonté, mon premier souhait, c'était d'être journaliste à la télé. J'ai fait mon baccalauréat, j'ai été dans une télévision communautaire sur la Rive-Nord de Montréal pour faire quelques reportages et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas tant pour moi, pas tant le fait de rapporter la nouvelle, l'actualité, mais c'était le beat associé à aller sur les places. C'est très dur, c'est très dur. C'est difficile. Les heures de tomber. Exactement. Ouais. Donc, tout de suite après le bac, j'ai travaillé en relations publiques, un poste d'adjoint
Donc, encore là, je me suis trouvé, bon, on est l'adjoint de quelqu'un, on ne fait pas vraiment les choses. Puis j'ai toujours voulu aller un petit peu plus vite que mon âge, que mon expérience. Donc, je me suis dit, non, là, ça ne fonctionne pas non plus. Et c'est là que je suis retourné être pompier pendant 3 ans. On le sait, on vient de le dire, après 3 ans, ça fonctionnait moins bien. Donc, je suis retourné faire un DESS en relations publiques. Et c'est là que j'ai fait aussi là, une expérience en journalisme télé à TQS Montréal à l'époque et à TVA Rivière-du-Loup. J'ai fait quelques remplacements, quelques semaines, et à TQS, ça a été tout un été. Et là, je me suis dit, non, OK, là, je l'imaginais que ça pouvait être difficile, mais de le vivre, là, c'était pas... Je pouvais pas partir le matin, me rendre à Saint-Michel-des-Saints, faire un reportage, trouver les gens, essayer de faire pleurer des gens qui vivaient un drame, me rendre dans des funérailles d'une personne dont le père s'était fait tuer à la sortie d'un bar. J'ai vraiment des expériences presque... des drames humains là, auxquels j'ai été confronté et on me demandait d'aller en faire un reportage un petit peu sensationnaliste à l'époque. Et je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Donc, DESS en relations publiques. Et là, depuis ce temps-là, je suis retourné comme porte-parole de grandes entreprises. Tu parlais d'Hydro-Québec, l'Auto-Québec et maintenant chez Emma Québec. Là, j'ai trouvé ma voie. Oui. Ben, juste revenir sur ce que tu disais, ce que les gens parfois ne se rendent pas compte, c'est que la petite minute et 30 qu'ils voient dans le journal à 18h, maintenant à 17h même, c'est le matin à 9h, 9h30. Parfois, si t'es chanceux, on te donne ton affectation. Puis là, il faut que tu sois capable d'aller en direct dans le bulletin de midi. Il faut monter un reportage pour 17h. Parfois, il faut remonter pour la fin de soirée. La pression est épouvantable. Ces gens-là ont tous mon admiration. Puis en même temps, comme relationniste, je suis encore en lien avec beaucoup de journalistes. Puis je trouve pas que la situation s'améliore. Au contraire, les salles de nouvelles ont de moins en moins de moyens, certaines ferment. Et on demande à ces gens-là d'en faire encore plus que l'époque. Tu sais, parfois, ça s'améliore, mais là, je trouve que ça s'est détérioré. Puis là, avec l'arrivée des médias sociaux, ces gens-là, tu l'as expliqué, ils doivent faire plusieurs montages, plusieurs interventions en direct. En plus, avec les RDI et LCN de ce monde, pour ne pas le nommer, il faut que tu fasses des interventions parfois à toutes les heures. Et en plus, il faut que tu tweets puis tu fasses des publications sur Facebook, etc., etc. C'est inhumain, selon moi. Et je vois des gens, presque en fin de carrière, qui sont encore sur des corps de travail la fin de semaine, le soir, le matin, très, très tôt. Ça, je vous dirais, j'aurais aimé la notion de présenter la nouvelle et d'aller chercher l'information pour le public, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se connaître et ce beat-là de travail n'aurait pas été fait pour moi. Je vais me permettre de faire, c'était pas prévu, mais je trouve que la question se place bien ici. De nos jours, on vit dans un monde où il y a la réalité, puis il y a la réalité alternative, hein? Les fake news, les fausses nouvelles. Comment tu vis ça, toi? Parce que toi aussi, tu donnes une information, puis elle peut être déformée très rapidement, puis envoyée comme ça, là. C'est sûr qu'avec le temps, je garde toujours le même cap, de donner l'information la plus juste possible. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours quand même eu des bonnes relations avec les journalistes. C'est que si je n'ai pas l'information, je n'irai pas contourner la question où je vais juste dire je n'ai pas l'information, je ne peux pas la donner parce qu'elle est confidentielle et je ne mentirai jamais au public. Je peux regarder n'importe qui dans les yeux et dire qu'en 25 ans, 20 ans de carrière, je n'ai jamais menti au nom d'une organisation au public. Parfois, je n'ai pas tout dit les choses, parfois je ne pouvais pas dire les choses, mais cette manière-là fait en sorte que, en tout cas, c'est ma petite contribution, peut-être pour contrer les fake news, c'est que quand moi, je suis porte-parole ou je suis à la direction des communications d'une entreprise ou d'une organisation, ce que l'on dit, c'est vrai. En même temps, pour le reste des fake news, quand on le regarde en tant que consommateur, c'est essayer d'aller regarder la pluralité de sources puis se faire sa propre tête, là, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on peut... la crédibilité des sources aussi. Parce qu'on peut trouver tout et son contraire, puis on l'a vu dans différentes situations, notamment durant la COVID. Là, on ne s'épargnera pas, c'est un tout autre sujet. C'est un autre sujet, oui, puis on va laisser se faire. Encore une fois, j'aimerais amener que le journalisme était, même il y a 20 ans, le journalisme, les communications, c'était... Dans mon temps, peut-être, je ne sais pas dans ton temps comment c'était, mais c'était pas si ouvert que ça aux personnes des minorités sexuelles. Comment ça s'est passé pour toi? Rendu là, je te dirais que là, j'étais un peu plus vieux et dès que j'ai eu le rôle journaliste, oui, mais porte-parole, surtout d'une grande organisation, j'ai été out. Parce que je l'avais tellement vécu de retourner dans le placard et j'avais vu à quel point ça pouvait te triturer puis te faire vivre beaucoup d'anxiété, là, de ne pas pouvoir dire aux gens qui t'entourent, tes chums, tes amis de travail, tes collègues,
Alors, oui, fait que je peux dire que les organisations que j'ai représentées savaient, les patrons savaient que j'étais ouvertement gay. J'en parlais également et je n'ai jamais senti, parce que tu sais, Hydro-Québec, c'est quand même une grosse boîte, là, je n'ai jamais senti de près ou de loin une certaine, tu sais, je comprends Patrice, mais là, tu sais, mets la pédale douce sur le fait que tu es gay, là. Jamais, ni chez Hydro, ni chez l'Auto-Québec, encore moins chez Emma Québec maintenant. Là. Donc ça, j'ai quand même été chanceux, je crois. Ouais. As-tu l'impression que le fait que toi, tu te sois ouvert comme personne gay à ces entreprises, que ça a aussi amené un changement de culture d'entreprise ou instigé peut-être à un certain niveau? Je ne vais pas te donner le crédit, Ouais. mais le fait qu'il y en a une personne qui parle, parfois, ça change des choses. Je sais pas. J'aime croire que ces entreprises ont toujours été inclusives, mais c'est sûr que j'ai été le premier porte-parole ouvertement gay. Là, il y en a eu d'autres chez Hydro-Québec, mais aussi ouvertement gay, je crois que j'ai été le premier. Donc, peut-être que ça a changé d'une certaine façon, mais faudrait voir. J'ai pas... ouais. Tu as eu un passage assez remarqué à l'Auto-Québec. Oui. L'Auto-Québec, parce qu'on te voyait donner de l'argent aux gagnants. Je t'avais même envoyé une blague avant donné. J'aimerais ça, je me sens avoir ma photo avec toi. Fait qu'organise-toi que je gagne un prix. Il y a beaucoup de gens qui voulaient me rencontrer, tout à fait. Alors, puis tu as aussi donné de l'argent à des causes qui te tiennent à cœur. Puis je pense que là, on va y aller. Tu t'es vraiment impliqué au niveau des causes de la diversité sexuelle et de genre. C'est important pour toi de faire ça? Oui, j'ai ma petite expérience, si humble soit-elle, j'ai l'impression que ça aide forcément. Il y a toujours, on pense que c'est facile, puis c'est plus facile maintenant, puis probablement que ça l'est à certains égards, mais souvent, ce qui est le plus difficile, c'est s'accepter soi-même. Puis les messages que je reçois parfois de certains jeunes gays de 19-20 ans, j'en ai qui sont ailleurs dans le monde, puis c'est une difficulté parce que s'ils sont out, leur famille va les renier. Mais j'en ai même parfois au Québec qui me disent, j'avais eu un garçon il y a quelques années, là, il n'était pas capable de se l'avouer, il avait l'impression que... Donc, pourquoi il a entré en communication avec moi? C'est parce qu'il m'a vu en parler, puis s'est senti assez à l'aise de m'en parler. J'étais le premier à qui il en a parlé, même si j'étais un étranger pour lui. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé oui, je m'implique individuellement. Si quelqu'un me demande est-ce que je pourrais te parler de mon orientation, je me pose des questions, que ce soit un étranger ou un membre d'une famille ou un jeune ami de quelqu'un que je connais, je vais toujours dire oui, mais en même temps, avec un plus grand spectre, il y a déjà tellement d'organismes qui font bien les choses. Je pense à la Fondation Interligne, la Fondation Émergence. Donc, pour moi, ça a toujours été important de m'associer à eux. Je suis gouverneur de la Fondation Émergence depuis bon nombre d'années. Et ça fait la 5e année là, que je suis ambassadeur pour la soirée bénéfice, la grande démesure d'Interligne, d'ailleurs, qui s'en vient bientôt. Je vais en profiter pour faire un peu de promotion. Mais ça risque d'être diffusé après, mais c'est pas grave. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Mais enfin, c'est ça. Fait que oui, ça a toujours été important pour moi. Puis je crois qu'on a un devoir de mémoire aussi, de se rappeler que ça n'a pas nécessairement été toujours aussi facile. Et ça, c'est une autre affaire que j'essaie de faire valoir. Si j'entends un jeune, soit qui peut avoir de la difficulté à s'accepter ou au contraire, qui a tellement de facilité que parfois il peut y avoir des discours sur ben là, moi, la fierté gay et tout ça. On entend ça parfois. Ça, je suis comme non. Et que je m'excuse, là. Là, là, je sonne vieux quand je fais ça, là, mais là, regarde, il y a des gens qui ont passé avant nous, là, justement, pour qu'on ait la possibilité de même se poser la question si la fierté gay est encore nécessaire et de choisir de même pas y aller parce que nous, non, ça nous représente pas. Fait que, sois quand même respectueux de ceux qui ont passé avant nous. Mais ça, le speech, là, puis je trouve ça important que les gens en prennent conscience aussi. Là. Mais surtout que nos droits, nos acquis sont tellement partout dans le monde et même ici au Canada sont menacés par cette espèce de mouvance que moi je nomme de l'extrême droite, mais bon, ça peut être autre chose. Puis notamment pour toutes les personnes trans aussi. Les autres, ils l'ont pas facile. Non. Là, on dirait que c'est comme les gays des années 70. Là. Je ne suis pas un spécialiste historique, là, mais présentement, là, la bataille, puis là, moi, quand j'entends dire, oui, mais là, moi, je suis gay, je ne suis pas trans, c'est pas grave, on est tous des alliés. Soit aussi, il y a des gens là, de la communauté straight, des drag queens qui ont aidé aussi pour faire en sorte que toi, en tant que gay, tu puisses... Mais ça, la notion d'allié au sein même de la communauté
communauté LGBTQ+, parfois est un peu... Il faut rappeler l'importance de ça. Puis les gens ne s'entendent pas toujours là-dessus. Mais en tout cas, l'important, c'est, je peux te dire que si j'entends quelque chose qui ressemble un petit peu à de l'homophobie déguisée ou même une volonté de discréditer certains autres membres de la communauté LGBTQ+, en disant qu'on ne s'associe pas à eux, c'est pas ça l'important. L'important, c'est quand même d'être là pour les soutenir et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Mais je parlais aussi d'argent parce que tu as quand même fait en sorte que l'Auto-Québec s'est impliqué dans Fierté Montréal. Tu étais là. Moi, je me rappelle, tu étais là, la scène, l'Auto-Québec, tu étais toujours présent dans ces événements-là. Ouais. En fait, j'étais là, mais ça, je ne voudrais pas non plus m'arroger le crédit. Il y avait quand même une volonté de s'associer à Fierté Montréal. Puis finalement, je suis arrivé, puis en tant que porte-parole, ça s'est comme fait, là, mais c'est sûr que c'est pas juste avec le mouvement existait déjà. Oui, c'était enclenché en réflexion, puis finalement, effectivement, maintenant, l'Auto-Québec participe encore au défilé, etc., etc. Puis Hydro-Québec aussi est impliqué dans les mouvements des fiertés. On voit souvent des publicités et tout ça. Oui. Et là, on n'a pas beaucoup de temps pour terminer cette partie-là de l'émission, mais... le fait d'avoir été aussi ouvertement gay comme tu l'as fait, est-ce qu'il y a eu un ressac que tu as vécu, je ne sais pas, au niveau des... Parce qu'on sait que par les médias sociaux, parfois les gens peuvent dire des choses pas très gentilles. C'est sûr qu'on sent... On sent peut-être que les gens, de plus en plus, justement avec les médias sociaux, on dirait que ton opinion est aussi bonne que celui du voisin, puis on sent tous qu'on a une voix. Donc, des gens peut-être un peu moins éduqués, plus intolérants, certains messages, mais j'ai quand même été assez chanceux de ne pas avoir eu beaucoup justement, de backlash ou... mais c'est sûr que c'est toujours fragile. T'sais, notamment sur TikTok. Sur TikTok, je suis suivi par des gens d'un peu partout dans le monde. Donc, dans certains pays un petit peu moins inclusifs. Puis parfois, je peux avoir un commentaire sur une vidéo, mais j'essaie de ne pas m'en occuper. J'ai des dizaines de commentaires positifs. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que moi, j'ai vraiment de la difficulté à ne pas me laisser embarqué dans ces commentaires-là. Mais c'est la nature humaine. On dirait qu'on en reçoit 50, mais celui de négatif qu'on reçoit. Donc, je fais vraiment le choix conscient de le laisser tomber, de ne pas en parler, puis de me concentrer sur le positif. Mais c'est difficile. Je prends des notes. Clairement, Patrice Lavoie, je prends des notes parce que moi, je ne vis pas tout ça très, très facile à l'antenne ici, les commentaires qu'on reçoit. Ouais. On va faire une petite pause et puis après, on va parler justement de ces diversités, de ces causes qui te tiennent à cœur et de tout ce qui reste. À tout de suite. Ça me fait plaisir. Patrice Lavoie a été pompier, journaliste et relationniste. Aujourd'hui, il a le feu sacré pour plusieurs causes, dont celle des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Il est aussi famille d'accueil pour des chiens abandonnés. Voici les affirmations d'un homme au grand cœur, Patrice Lavoie. Affirmation, une série de balados-diffusions sur les gens qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Patrice Lavoie, rebonjour, c'est cette deuxième partie. Justement, on va parler... J'aime tes petites descriptions aussi. Je travaille très fort là-dessus. Oui. Ça a toujours été ma marque de commerce. Quand j'étais à la télévision, mes reportages avaient toujours des jeux de mots, des trucs. C'était important. C'est imagé, c'est bien. Ouais. La pandémie de COVID-19, ça a changé le monde, on le sait. Oui. Et ça a changé ton monde. Comment ça a changé ton monde? Ben, c'est ça. Moi, j'étais en plein centre-ville de Montréal depuis maintenant une douzaine d'années. Je travaillais au centre-ville, je marchais pour aller au travail. J'aimais vraiment beaucoup cette vie trépidante. Et là, ben, finalement, tout s'arrête. Puis je me dis, qu'est-ce que ça m'apporte tant que ça? Ça ne me manque pas tant que ça d'aller au restaurant, etc. Puis en même temps, ben, ma mère a commencé à avoir des signes d'Alzheimer.
Et là, je me disais, bon, tu sais, je suis en pleine pandémie alors que tout est fermé. Je pourrais travailler également de la région de Charlevoix, ma région natale. Donc, j'ai commencé à louer un chalet de fil en aiguille. Finalement, j'ai complètement déménagé parce que ma mère, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment l'accompagner là, de manière très soutenue. Donc voilà, je suis jamais reparti là, depuis 4 ans et demi. Là, je suis dans Charlevoix. Un peu moins de 4 ans. Et voilà, je suis à proximité de ma mère. Je vais la voir maintenant. Malheureusement, elle est au CHSLD parce que la maladie a continué de progresser. Et je suis passé du campagnard très, très, très citadin à un retour aux sources à la campagne. Ouais. Tu es pratiquement proche aidant pour ta mère? Ah oui. Ça aussi, c'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Puis c'est peut-être pas un sujet queer, mais c'est un sujet important pour beaucoup. Mais moi, je vais dire pour beaucoup d'hommes, une mère, c'est important. C'est parfois pour les hommes gays la seule femme qu'on aura dans notre vie. Exact. C'est difficile de vivre ça. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce qu'on se fait un peu le fantasme que ta mère va vivre jusqu'à 95 ans, 100 ans en forme, etc. Ma mère est très jeune, elle a 78, donc les premiers symptômes ont commencé avant quand elle avait même pas 75 ans. Et oui, donc ça une dégénérescence graduelle mais certaine. Puis même si on est là pour la stimuler et tout ça, la maladie continue d'évoluer. Tout ce qu'on fait, c'est de retarder l'évolution de la maladie. Donc la première année et demie, on allait la voir à tous les jours chez elle pour essayer de faire en sorte que d'aller faire des casse-têtes et tout ça. Puis jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça devenait dangereux. Donc là, transfert dans des centres adaptés. Mais ça continue de dégénérer. Puis je dois avouer que certains jours, parce que là, moi, ma soeur et 2 de mes tantes, avec d'autres de mes tantes et ma nièce, on va la voir presque à tous les jours, là, en groupe, là, l'un ou l'autre. Et c'est de voir un peu, il y a ma mère, mais il y a aussi tous les autres gens qui ont pratiquement jamais de visite. Puis tu sais, on voit des gens décédés presque à tous les mois. On s'attache à une madame, un monsieur, bon, il est décédé, tout ça. Fait que ça fait 4 ans que je suis un peu justement près de la maladie, près de la mort et de la vieillesse, puis pas de la belle vieillesse, là, celle que tu t'imagines qui est pas... Fait que c'est ça, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile, puis il y a certains, même à un moment donné, là, présentement, j'ai redéménagé à 30 minutes du CHSLD parce que j'étais tellement près, j'étais à 3 minutes que là, j'avais un petit peu le sentiment de culpabilité. Ah, je devrais arrêter. Je suis allé hier, mais je devrais arrêter. Là, je passe à l'épicerie. Puis, fait que ça devenait que j'étais presque en burn-out d'empathie parce que ça devenait presque une tâche. J'allais voir ma mère. OK, maman, ben là, on va t'essuyer la bouche parce que là, t'as mangé, t'as la bouche. Tu sais, ça devenait presque machinal, les tâches d'accompagnement que je lui faisais pour aider le personnel. Là, j'ai fait attends un petit peu. Là, t'as plus de plaisir et tout ça. Donc là, j'y vais 3-4 fois par semaine, des fois plus, des fois un petit peu moins. Mais quand j'y vais maintenant, je passe du bon temps, je l'aide à marcher, je la fais rire. Là, maintenant, c'est sûr qu'elle ne nous reconnaît plus. Ah non? Non, elle ne parle plus. Fait qu'il y a des moments, un 15 secondes à un moment donné où elle me fait un sourire puis elle me semble me reconnaître. C'est comme on capitalise là-dessus, puis on garde ce moment-là, puis on prend une photo, puis après ça, elle repart. Donc... Puis là, ben, c'est ça. Récemment, là, la marche, c'est un peu plus difficile. Donc, le fauteuil roulant avec marche pour aller aux toilettes. Mais fait que ça continue de décliner lentement, mais sûrement. Là. Donc, longue réponse, mais la réponse courte, c'est que je souhaite pas ça à personne. Mais en même temps, quand ça t'arrive, t'as pas le choix de te retrousser les manches. Puis les gens me disent, mon Dieu, tout ce que tu fais, c'est exceptionnel. Ben, je dis, je pense pas que c'est si exceptionnel. Tu sais, ma mère, elle s'est occupée de moi tout le long de sa vie. Puis je pense juste que c'est un retour d'ascenseur. Puis j'ai l'impression que c'est ce que je dois faire, tout simplement. Ouais. Tu as quand même mis beaucoup de publications. J'en vois moins, j'avoue, ces jours-ci, mais tu as mis beaucoup de publications au départ. Je pense que tu voulais un peu démystifier ce que c'était de s'occuper d'une personne qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Oui. Oui, ben en fait, je recevais déjà encore des messages, un peu comme pour les gens LGBTQ+, des messages, écoutez, je vis la même chose avec ma mère. Donc, fait que je me suis rendu compte que beaucoup de gens le vivaient nécessairement sans en parler et que ça faisait du bien aux gens parfois d'échanger. Fait que quand je fais une publication pour expliquer ce que c'est, puis c'est pas toujours des publications gentilles, là, tu sais, parfois c'est comme là, je suis en beau joie le vert contre la maladie, puis tu sais, bon, là, je vais pas dire joie le vert, mais c'est un autre mot que j'avais utilisé sur les médias sociaux. Puis ça me fait du bien, puis en même temps, ça permet aux gens de partager leur propre expérience aussi, là.
Puis il y a tellement peu de services pour ces maladies-là. Hein. Les gens sont du CHSLD, sont dédiés. Ce n'est pas le système, malheureusement, on manque de personnel, on manque de ressources. Ouais. Ouais. Mais les gens, par contre, qui sont là, qui s'occupent de ma mère, ça, je leur lève mon chapeau. Là. Ce sont des personnes exceptionnelles qui l'aiment beaucoup et qui en prennent soin. Mais c'est ça, c'est la structure, le financement, le manque de personnel, le manque de surveillance qui fait en sorte qu'on doit parfois niveler vers le bas. Puis, avec ma mère, tu nivelles pas vers le bas. Elle est exceptionnelle, puis tu vois, le fait que des fois, il faut parler plus fort, mais là, fait que voilà. Mais Patrice, jusqu'à quel moment tu vas publiquement parler de cette situation-là? Parce qu'il va venir un moment où ça va être dur de parler de ta mère. On est presque à la fin. Ouais. Selon moi, il reste quelques mois. Donc, la première année et demie, quand j'étais en mode de la stimuler, j'ai fait environ 75 TikTok avec elle, justement pour la faire rire, stimuler sa mémoire. Puis à chaque fois, je lui montrais le soir les vidéos qu'on avait faites. Ça avait été comme la fois je l'ai montré visuellement. Après, quand on est arrivé en CHSLD, j'ai arrêté de la montrer, mais par contre, je continue de publier. Et je sais pas, j'ai pas la réponse à ta question, mais j'ai l'impression que je vais faire des publications jusqu'à la fin parce qu'on va se rendre jusqu'au décès, là. Puis avec l'émotion que j'aurai à ce moment-là, puis j'essaie de trouver un sens dans tout ça. C'est sûr que parfois, je me dis, on méritait pas ça en tant que famille, elle ne méritait pas ça. Puis des fois, ben c'est ça, je me dis, je ferais bien d'autres choses, je voyagerais et tout ça, mais présentement, ma place est là. Je sais pas, je vais voir. Peut-être qu'à un moment donné, je vais arrêter et je vais vouloir le vivre dans l'intimité. Pour l'instant, je continue de le faire quand c'est pertinent. La pandémie a aussi chamboulé ta vie professionnelle. Oui. Comment ça s'est passé? En fait, on rencontrait, j'étais chez l'Auto-Québec, donc on rencontrait des gagnants, des millionnaires, on faisait des heureux, etc. Donc là, tout le monde se met à travailler à distance. Évidemment, on déplace moins les gagnants, on se déplace moins pour faire des entrevues. Donc, j'ai eu chez l'Auto-Québec, vers la fin, c'est un petit peu moins intéressant pour moi. Ce travail-là, j'aimais être sur le terrain et de rencontrer les gens. Le faire à distance, gérer mon équipe à distance, c'est un peu plus difficile. Finalement, la pandémie, tous les casinos ferment, donc plusieurs postes sont coupés, dont le mien. Donc, je suis allé comme consultant, toujours à distance, pour la firme HK Stratégie. Puis présentement, je suis chez EMA Québec depuis 2 ans. Et ce qui est bien chez EMA Québec, c'est qu'on n'a pas de présence obligatoire au bureau. Donc, je peux travailler à distance et je vais aux 2-3 semaines. Je viens à Montréal aux 2-3 semaines pour des comités de gestion ou rencontrer mon équipe. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est sûr, c'est un emploi que j'aimais beaucoup, imaginer rencontrer, faire des heureux chaque semaine, chaque jour. Mais force est de constater que ça a été quand même une bonne... Même si à l'époque, j'ai trouvé ça difficile, ça a été quand même une bonne chose qui est arrivée dans ma vie professionnelle. Oui. Chez EMA Québec, tu as quand même mené au niveau des communications tout le dossier des dons de sang pour les personnes des communautés gays. Oui, en fait, je suis arrivé, encore une fois, dans un bon moment. La demande avait été faite à Santé Canada il y a déjà belle lurette, quelques mois. Et finalement, effectivement, lors de mon arrivée, c'est à ce moment-là que la décision a été rendue qu'on pouvait y aller plus par comportement sexuel au lieu d'association à une communauté sexuelle précise. Donc maintenant, si tu as un partenaire, que tu sois gay ou straight, tu peux donner du sang. Si tu en as eu plus que 2, là, tout dépendamment de la période et tout ça, donc on pose un peu plus de questions. Mais c'est un grand pas vers l'inclusivité, donc je suis très, très fier. Et fait que j'ai aimé ça arriver dans ce contexte-là. Ça paraissait, on te voyait sur les plateaux de télévision pour en parler, ça paraissait que tu étais content d'en parler. Tout à fait, tout à fait. Ouais, je suis bien fier de cet aspect-là. C'est sûr qu'il a fallu se baser sur la médecine, là, parce que c'est juste que nous, même si on trouvait il y a 20 ans que ça aurait été une bonne décision. Il fallait quand même suivre les avancées et toutes les études à ce sujet-là. Mais maintenant qu'on est ailleurs, je suis bien content de ça. J'en profite. Je donne du sang moi-même. Ben oui, mais parallèlement aux causes, à toutes ces causes-là, tu as aussi embrassé une cause importante, le Movember. Ah oui, oui. Ça fait déjà longtemps. C'est de on 2002. va dire, c'est quoi le Movember? Il faudrait peut-être le dire pour les gens qui ne le savent pas.
En fait, c'est justement le mois de sensibilisation au cancer de la prostate, cancer testiculaire, puis pour valoriser la santé de l'homme en général. Puis le mouvement, à chaque mois de novembre, on demande aux hommes de se laisser pousser la moustache et d'amasser des fonds. Donc, j'ai été ambassadeur, même porte-parole canadien en 2015 et 2016. Je l'ai fait pendant 5 ans. Puis par la suite, là, j'ai donné ma place à quelqu'un d'autre, mais je trouvais ça important. Moi-même, j'avais eu des problèmes d'anxiété, puis j'en avais pas parlé. Oui, parce que le mois de Movember, on parle aussi de la santé générale santé des mentale, hommes. Oui, exact. c'est ça. Oui, il y a la santé mentale, la santé générale aussi. Puis je m'étais dit, si moi, aussi sensibilisé que je crois l'être, quand je vis des problèmes de santé mentale, je me sens mal à l'aise d'en parler. Ça veut dire qu'il y a d'autres hommes qui doivent être aussi dans la même situation. Donc, j'avais profité de cette expérience-là pour partager, puis redonner un peu. J'ai ramassé beaucoup de sous également pour la cause. Là. Donc ça a été, c'est ça, de 2012-2013 jusqu'à 2016-2017. Oui. Puis tu as eu du plaisir à faire pousser ta moustache, puis à Tout la à raser. fait. Puis là, puis la raser, puis là, tu vois, maintenant, je la garde, puis je la rase plus. Moi, j'appelais ça le balai à biscuits aussi. Oui, c'est ça, exact. En 2016, Patrice, tu publies un texte très personnel sur le site Entre les deux oreilles où tu racontes avoir mis de côté tes émotions, ton mal-être pour continuer de performer. Tu avoues être atteint de troubles anxieux et que tu as demandé de l'aide. C'était difficile, de demander de l'aide? Oui. Et pourquoi? Ben, écoute, on revient encore, je vous parlais de ma vingtaine, habitué de performer, d'aller chercher l'information, d'être meilleur dans ce que je faisais, de me donner à 100%. Et j'avais toujours carburé à cette énergie-là, cette façon de faire-là. Donc, quand finalement je me suis rendu compte que c'était trop, ben là, je dois juste être fatigué. Non, je suis fait fort, là. Non, il n'y a pas de danger que moi, ça m'arrive, là. Donc, je suis un homme, après tout. Je suis un homme, puis on est fait fort. Puis, je suis rentré carrément dans le... On en rit aujourd'hui, là, mais à l'époque, là, je suis complètement rentré dans le panneau. Voilà. Fait que c'est pour ça que j'ai partagé également ce texte-là pour dire, écoutez, faites pas comme moi, là, au contraire, là, parlez. Ça va mieux. Je le vois, la jeune génération, les gens parlent un peu davantage de leurs émotions, mais on dirait que quand tu as moins de 50 ans, là, on dirait que quand tu as 50 ans et plus, tu as tout le temps été un petit peu là, dans cette situation-là. Ouais. Moins de 40, moins de 30, on dirait que là, c'est un peu plus... je le vois d'ailleurs avec les gens que je connais, là, des plus jeunes gens de la communauté gay-lesbienne. Là, on dirait qu'eux autres, ils arrivent au secondaire, puis c'est presque cool d'être queer là, oui. Dans certains milieux. À l'époque, c'était pas comme ça. Ouais, pas du tout. Et est-ce que c'était difficile d'écrire ce texte-là? Je pourrais te dire non, mais j'ai quand même assez de facilité à comprendre mes émotions. Puis j'étais prêt à en parler, oui, tout à fait. J'aimerais t'amener sur une autre question qui te tient à cœur. C'est quoi être un homme? Oh mon Dieu. Pourtant, je te l'avais dit que je te poserais cette question-là. Oui, mais là, c'est... Quand ça arrive sur le... Mon Dieu, être un homme. C'est surtout pas justement être fort, puis pas parler de ses émotions, puis être un homme, c'est tout simplement être bon, faire de son mieux, être fier de soi, être bienveillant envers soi, envers les autres. C'est une réponse plate, là, mais être un homme, c'est surtout pas lié à toute la culture du machisme et tout ça, là, au contraire. On appelle la masculinité toxique. Exactement. Et la culture du viol. Puis on est vraiment, on a tendance souvent à tomber encore, puis tout dépendamment des milieux, là, on le voit, là, présentement, j'ai un chien boulier américain avec il y a beaucoup d'hommes là, du reste du Canada, là, très macho, là, puis je me suis fait traiter de tapette, pour ne pas le dire. Oui. On peut le dire, nous, on a le droit de le dire. Okay, oui. Bon. Oui. Mais ça faisait, écoute, ça devait faire 20 ans que je ne m'étais pas fait traiter de tapette. Mais pour lui, c'était comme, là, on n'a plus le droit de le dire, là, mais ma mot, trop de tapette pour élever un boulier américain. Puis là, pour lui, là, il m'insultait. Puis j'étais comme, mon Dieu, tu sors d'où, toi, pour m'insulter comme ça? Mais on voit que c'est encore fragile. Oui. Donc, mais pour être un homme, réponse simple à ta question, c'est d'être le plus bienveillant possible, puis d'être le plus bon possible puis essayer de tout tasser ces affaires-là, tout ce que la société nous a appris, de ce que devait être la masculinité.
de complètement laisser tomber ces concepts-là. Ce qui a été identifié par plusieurs comme le patriarcat, Ouais. qui a vraiment géré notre monde depuis des millénaires, puis on en subit les conséquences. En début d'émission, je te ramène là parce que c'est intéressant. En début d'entrevue, tu me parlais de... on essayait, tu sais, à l'époque, d'être straight acting, tu sais, passé pour être hétéro. On essayait, si c'était à refaire, à la lumière de ce que tu sais maintenant. Ben, en fait, je serais juste moi-même, tu sais. Ouais. Puis je me rendais compte que, tu sais, si t'es straight acting, puis c'est bien correct. Si t'aimes être en couple, c'est correct. Si t'aimes être plus célibataire, puis t'amuser, c'est correct aussi. Si t'aimes porter des vêtements plus féminins, tu sais, le but, c'est souvent ce que je dis, d'être soi-même. Puis il y a beaucoup de messages. Chaque fois que je fais des posts sur TikTok LGBTQ+, je reviens à être soi-même. Tu sais, être le gars de 46 ans avec un dad bod puis une bedaine, ben, tu sais, j'ai pas à avoir honte de ça. Tu sais, c'est correct, sois toi-même. Tu sais. J'essaie beaucoup de ramener ça comme concept là, pour tout le monde. Puis je me rends compte, quand je vois les messages, là, les gens sont tellement parfois dans des carcans de « je ferai pas ci parce que je suis un peu trop ça » ou « je me sens un petit peu... » Les gens parfois sont leurs meilleurs ennemis là, contre eux-mêmes. Donc, voilà. Si c'était à refaire, tout simplement, je serais moi-même. Puis je sais pas qu'est-ce que ça donnerait quand j'avais 20 ans, mais je serais moi-même, ça c'est certain. Ouais. Es-tu devenu donc cet homme que cet homme selon la définition que tu en as donnée? Ben, je pense que oui. Écoute, on apprend tous les jours. Là. On est loin d'être parfait. Puis encore parfois, j'ai des biais, puis je dois me re-questionner et tout ça. Mais je crois être à la bonne place, au bon endroit. Puis c'est ça, d'être honnête aussi quand j'ai des travers ou parfois quand je retombe dans des anciens patterns, je le réalise, je prends un recul, tout ça. Je me dis non, OK, non, là, ça, c'est le Patrice de il y a 20 ans. Là. Le Patrice d'aujourd'hui réagit mieux. Puis, je suis particulièrement fier, je vais le dire. Là, ça peut avoir l'air de la fausse modestie ou d'un manque d'humilité, mais je suis fier quand même de me servir de mon parcours pour aider les gens. Puis, les gens ne le voient pas, là, mais des messages de personnes qui me remercient ou qui me posent des questions, là, j'en ai pas un par 2-3 mois. Là, j'en ai des dizaines parfois par mois. Ben, une dizaine par mois. Et les gens ont encore besoin d'en entendre parler. On pense que c'est mieux, oui, ça l'est, mais certaines gens ont encore besoin d'en entendre parler. Puis je pense que quand tu as une voix, puis tu as une histoire à partager, faut le faire de plus en plus. Être un homme gay, un homme des communautés LGBTQ+, c'est quoi? Ben, c'est être un homme, point. On a-tu besoin de s'associer à... Oui, dans un certain sens, mais... J'aimerais peut-être répondre à ta question. Être un homme gay, c'est une chose, mais être un homme gay bon maintenant qui peut se servir de son histoire pour aider d'autres gens encore ostracisés de la communauté LGBTQ+, comme les personnes trans, non-binaires, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire aussi en tant qu'homme gay, qui l'ont peut-être un petit peu plus facile ces temps-ci. Justement, tu apportes cette question-là, puis je ne peux pas passer à côté. On voit cette espèce de ressac, un mouvement international. On n'a qu'à regarder au sud de la frontière. Cette année seulement, 500 projets de loi jusqu'à maintenant, anti-trans, anti-queer, qui ont été déposés ou adoptés par les parlements aux États-Unis. Cette espèce de mouvance très intolérante vis-à-vis de nos communautés, la violence contre nous sur les réseaux sociaux, même la violence tout court dans la rue. Toi, tu regardes ça, as-tu l'impression qu'on est retourné en arrière? C'est très glissant, puis c'est très dangereux. Puis on parle des États-Unis, mais c'est sûr que quand les États-Unis ont la grippe, le Canada tous. Là. Donc, dans certaines provinces, on sent encore... je ne suis pas sûr. Si moi, j'irais dans certaines provinces, bras dessous, embrasser mon chum dans tous les milieux, là, je pense que même au Canada, on peut quand même... on sent un certain recul. Puis écoute, il y avait une de mes amies trans récemment qui a fait une publication, là, mais la haine, là, je lisais tous les commentaires sur son apparence, tu sais, t'es laide, c'est comme, attends un petit peu, là, tu sais, t'es qui, toi, pour... Puis là, j'étais allé la défendre publiquement, là, pour dire, là, c'est bien de valeur, mais tu sais, en tout cas, avec des mots... ça nous interpelle, hein? Non, c'était venu me chercher, puis là, les gens, c'était comme, franchement, regarde-le donc, je ne fais pas à croire que tu la trouves belle, mais c'est comme, t'as pas à la trouver belle ou à la trouver féminine, ou tu sais, sa féminité, là, elle ne te la doit pas, tu sais, t'es qui pour demander à ce que la personne trans, tu sais, soit plus ou moins féminine? En tout cas, ça, regarde, je t'en parle, là, puis ça vient me chercher, là, donc, oui, effectivement, c'est très glissant.
puis on doit toujours être vigilant. Puis l'année passée, je suis pas allé à la Fierté, là, ça arrive, étant donné que je suis à 4 heures de route, mais en général, je participe au défilé, puis pas nécessairement toujours comme participant, mais je me fais un point d'honneur quand même d'aller à quelques-uns des activités parce qu'on doit quand même être là, puis on doit quand même là, se servir de notre voix pour aider les autres. Là. Mais c'est très glissant, très dangereux, et on ne peut pas prendre ça pour acquis. On va parler d'un sujet qui te tient à cœur. Oh mon Dieu, quoi? Oh, moi, je Il y en a sais, beaucoup. je te vois régulièrement en photo sur les réseaux sociaux, ta passion pour les chiens. Ouais. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? Ben en fait, je te parlais d'un petit garçon anxieux. Là, on se ramène à l'arrière. Moi, avoir un chien, je me souviens, là, j'étais seul, puis ma mère m'avait acheté un petit poméranien Japard, là, qu'aujourd'hui, je trouverais bien tannant, là, mais à l'époque, il venait se coucher avec moi, puis ça... Fait que j'ai toujours ressenti une certaine... d'être apaisé par les chiens. Et j'en ai eu le premier, un Golden Doodle miniature, excessivement intelligent, sensible, beaucoup d'empathie. Donc, j'ai commencé à l'amener au CHSLD pour les gens qui n'avaient pas de visite lorsque j'allais visiter ma mère. Et je me suis rendu compte du bien que ça faisait. Donc là, de fil en aiguille, j'en ai un deuxième. Mais là, le deuxième, il est vraiment pas aussi fin. Fait que là, je suis comme, bon, je vais en avoir un troisième. Peut-être là, les trois, là, eux autres sont comme, les deux autres sont complètement... Mon copain les adore, là, mais moi, ils sont moins bons. Et je me suis dit, ben, je ne peux pas en avoir plus. Mais ce que je peux faire, c'est essayer d'aider les chiens qui sont dans le besoin des refuges pour faire en sorte, ultimement, que les gens soient adoptés. Et contrairement à ma mère, c'est complètement juste du négatif. Ça continue de décliner. Mais avec les chiens, je peux avoir du positif. Je réussis à en faire adopter. Je fais des matchs. Quelqu'un me dit, écoute, Patrice, il faut que je me débarrasse de mon chien, malheureusement. Puis je trouve une dame pour qui c'est le chien de rêve et tout ça. Je fais même parfois, je suis comme un matchmaker de nouveaux adoptants pour des chiens. Puis voilà, je fais du bénévolat aussi à la SPCA. Ça me fait du bien. J'ai l'impression de redonner. Puis que c'est sûr qu'il y a des chiens, malheureusement, qui ne trouvent pas de preneur, mais il y en a d'autres que oui, donc c'est du positif. Puis, là, présentement, j'en ai 7 à la maison. Puis les gens me disent, 7, t'es fou, mais je suis comme, moi, ça me prend pas tant d'énergie, je suis bon, je trouve ça valorisant, je les aime, C'était pour faire une blague, hein? Ouais. Ramasser une crotte ou en ramasser 7, c'est quoi la différence? Exact. En même temps, mais ils s'amusent entre eux. Fait Oui. C'est pas comme si Ils j'avais à tiennent compagnie, interagir, oui. exactement. Oui. Mais c'est ça, c'est une passion que j'ai. Puis il y en a 6 que j'amène aussi au CHSLD, tout dépendamment de leur trait de caractère. Je les traîne aussi là, pour les amener au CHSLD. Les plus roughs, je les amène chez les messieurs. Le plus doux, chez les madames. Puis tu fais un peu le dressage de ces chiens-là entre-temps aussi. Exact. C'est du sport, parce que je sais, je le fais aussi. Ouais. C'est du sport. Il faut les recadrer parce que parfois, ils arrivent avec de l'anxiété de séparation, ils sautent sur les gens, ils mordillent, donc ils ont souvent des traits de caractère, surtout ceux qu'on prend des refuges. Mm-hmm. J'en ai 3 qui proviennent soit d'un refuge ou qui ont été adoptés d'une autre famille. Eux demandent un petit peu plus de travail, mais... Voilà, c'est une passion. Certains voyagent, moi, je m'occupe de des chiens, puis ça m'apporte beaucoup. Ouais. Puis tu vas te marier bientôt? Présentement, je parlais de ta vie privée, mais à un moment donné. Ça, je m'y attendais. Ça, tu ne me l'avais pas dit pour le mariage. En fait, je suis fiancé depuis presque 2 ans, donc avec mon copain. Une bonne différence d'âge. On a 12 ans de différence d'âge, mais maintenant, c'est pas toi grave. Qui es le plus vieux des deux? C'est toujours moi qui est le plus vieux des deux. Le dad. Le daddy, oui. Puis mature et tout ça, mais on s'entend très bien. Puis c'est aussi quelqu'un, quand je parle d'homme bon, là, lui, il a tout laissé sa vie à Montréal parce qu'il a jugé que j'en valais assez la peine pour qu'il déménage avec moi. C'est une belle preuve d'amour. Une belle preuve d'amour. Puis il vient au CHSLD s'occuper avec ma mère, avec moi, de ma mère avec moi. Ouais. Et l'autre jour, je le regardais, il était en train d'y faire une teinture, puis d'y arranger les cheveux. Puis je suis comme, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Là, à Charlevoix, vous vivez en couple, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. On n'est plus là. Ouais. Non. Si, il ne reste pas beaucoup de temps, mais si tu avais aujourd'hui la chance de changer une seule chose pour rendre le monde meilleur, ça serait quoi? Pourquoi occupez-vous donc de votre propre nombril? Pourquoi les gens sentent le besoin de commenter ou de qualifier ou de critiquer les autres? Ta vie, est-ce qu'elle est si parfaite que ça? Je crois pas. Prends cette énergie-là pour être la meilleure personne que tu peux être, puis laisse faire les autres. Même si leur style de vie, tu ne les comprends pas,
tu n'as pas à le comprendre. Fais juste laisser vivre les autres. Puis, vivre et laisser vivre. J'ai l'impression que ça c'est pas une panacée, là, mais ça améliorerait beaucoup le climat ambiant. Mais c'est un peu le fait que les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux et maintenant, n'importe quelle opinion, ils vont l'émettre. Ouais. Et ben, je sais, j'en reçois, puis je me dis, mais pourquoi tu m'envoies ça? C'est ton opinion, mais j'en ai rien à faire de ton opinion. Tu sais, tu peux peut-être la raconter à la taverne ce soir. Ouais. Ça ne vaut ce que ça vaut, mais les gens pensent qu'ils ont la vérité. Donc, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et surtout quand on est une personne des communications, puis qu'on vit avec cette espèce de... Je sais pas si ça va changer un jour, ça. Mais moi, Denis Martin, là, je ne t'envoie que des commentaires positifs sur les réseaux sociaux. Fait que dans ce temps-là, si tu en reçois un négatif, là, je vais prendre les tiens. Tu prendras les miens, puis mets-les dans tes favoris, là, puis lis les miens à la place. Patrice Lavoie, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans cette relation. Merci et aussi la paix, aussi la sérénité avec ta mère, parce que ça, c'est vraiment pas facile. Ouais. Puis merci beaucoup d'avoir accepté de t'ouvrir à nous aujourd'hui. Merci de m'inviter. Écoute, ça a été un plaisir. Vraiment, merci. Plaisir partagé. Honoré d'avoir été là. Affirmation, c'est une production de Canal M. On remercie à la régie Maurice Bolduc qui a fait la mise en onde aujourd'hui. On remercie aussi toute l'équipe de Canal M. Affirmation, donc, une production de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la prochaine.